Parfait. Bien, eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Les premiers participants commencent à rentrer dans la salle. Vous nous rejoignez petit à petit. Merci, merci d'être avec nous ce soir. J'ai le plaisir, évidemment, d'être avec vous et de recevoir et d'accueillir Alain Hurier et Clément Berthollet, qui sont tous deux Adebio Partners, qui œuvrent dans l'amorçage avec cette belle société Adebio qui investit et qui a investi dans une vingtaine de sociétés aujourd'hui. Hein. J'en ai compté 19, mais il y en a peut-être 2 qui sont sortis, d'autres qui rentrent. Voilà. Adebio, on ne présente plus. Hein, c'est notre investisseur spécialisé et préféré dans l'amorçage, on va dire, en France. Et la semaine dernière, Adebio a été deux fois à l'honneur. Vous vous souvenez sans doute, et vous avez sans doute lu la une sur la biotech française décomplexée. C'était le titre de cette une, dans laquelle j'ai rapproché 3 informations. La nomination de 2 grands patrons, si on peut dire, à la tête de 2 biotech françaises, hein, Joseph Papa chez Sparing Vision et Marc de Garidel chez Abivax. Et puis l'attraction d'une société, d'une techno américaine pour créer une société bien française à Paris qui s'appelle Calida Therapeutics. Alors, il se trouve que Adebio est derrière 2 de ces informations, puisque Adebio est un investisseur de Sparing Vision et Adebio est aussi un investisseur dans Calida Therapeutics. Voilà, qui rapproche. On a souvent dit que la biotech française était un peu complexée parce qu'elle ne nommait pas, enfin on était peut-être un peu frileux parce qu'on ne nommait pas de grands patrons, de grandes pointures à la tête de nos biotech. Et bien là, c'est fini. On a un exemple, on a la preuve du contraire, de proof of concept du contraire, on va dire. Et puis, on a aussi cette techno américaine, cette attraction américaine. Et là, c'est bravo, un grand bravo, parce que c'est une opération qu'on va décrire et qui est très, très bien. Alors, Alain et Clément, avant de rentrer dans le vif du sujet Calida, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette biotech décomplexée? Est-ce qu'elle est réellement décomplexée? C'est un signal fort ou c'est juste un épiphénomène? Alain. Alors, Jacques Bernard, merci déjà de nous accueillir pour ce webinaire. Alors, je pense que ce qu'on a vu effectivement cette semaine sont des signes très positifs de l'évolution de notre écosystème, de la poursuite de la professionnalisation de notre écosystème, le retour de Marc de Garidel en France pour prendre la tête d'Abivax, des personnalités nommées dans des boards. Nous comptons aussi de notre côté plusieurs chairman qui sont américains. Hein. On n'a jamais beaucoup communiqué dessus, mais nous avons plusieurs sociétés de notre portefeuille qui ont recruté, attiré des chairman de Boston et autres. Aujourd'hui, c'est plus une reconnaissance en fait de la poursuite de la professionnalisation de l'écosystème. Qui a commencé il y a déjà une dizaine, quinzaine d'années, à la fois dans la valorisation, dans le dépôt de brevets, dans l'augmentation des acteurs, avec des fonds de plus en plus gros, qui couvrent de plus en plus de segments, de plus en plus de secteurs, et qui finalement contribue à créer cet écosystème qui finalement attire aussi des personnes qualifiées de qualité. Je crois que Sparing Vision, c'est aussi par rapport au montant levé et à l'envergure du projet. Donc, c'est aussi grâce finalement aux financements qui ont été réalisés en France, notamment par un certain nombre d'investisseurs français, dans une société comme Sparing qui, de facto, entraîne l'arrivée de personnalités. Donc, aujourd'hui, oui, peut-être on peut parler de décomplexé, on peut parler aussi de poursuite de la professionnalisation de la profession et de l'écosystème
au sens large. Clément, un petit mot à ajouter. Non, je souscris à tout ce qu'a dit Alain. Peut-être pour compléter et sans dire qu'aujourd'hui Paris égale Boston, je pense qu'on a des atouts qu'on sait mettre en avant sur des coûts de main-d'œuvre qui sont avantageux en Europe et en France en particulier, comparés aux États-Unis, notamment pour les C-suites, mais également des aides et une volonté forte des gouvernements successifs de soutenir l'écosystème avec le crédit impôt recherche, avec les différentes aides deep tech qui existent aujourd'hui et qui permettent de faire levier sur l'investissement privé. Et enfin, comme le disait Alain, une vraie professionnalisation très appréciable des différents instituts de recherche et des offices de valorisation de ceux-ci. Bien, et alors on a eu un bel exemple de cette maturité et de cette action que peut exercer l'écosystème national, l'écosystème français, c'est l'exemple de Calida Thérapeutique. Alors là, c'est un investissement qui est tout récent, enfin qui date de fin d'année dernière, mais on va dire qu'il est très récent parce qu'il vient d'être dévoilé. C'est 2 millions d'euros d'investissement dans un amorçage pour une société dont la techno vient de Cleveland. Ça, c'est intéressant parce que dans ce sens-là, c'est assez rare de rapatrier de la techno américaine en France. Alors, comment expliquer d'abord pourquoi avoir choisi d'investir dans ce dossier-là et comment expliquer cet attrait soudain, ce retour américain vers la France? Clément. Écoutez, si vous voulez que je commence, Oui. non, effectivement, nous, je pense que c'est un motif de fierté que d'avoir réussi à rapatrier une technologie américaine en France, là où on est trop habitué à voir l'inverse se produire, que ce soit dans les domaines des biotechnologies ou d'autres domaines tech français. C'est une approche qui a été faite par, je dirais, l'entremise d'un fonds ami qui s'appelle Biomotive, que l'on connaissait et qui nous a présenté une recherche à Cleveland, en effet, qui nous a séduite. On a été sur place avec Alain pour rencontrer les chercheurs, rencontrer cet écosystème assez impressionnant à Cleveland et proposer dès le départ, et ça c'était non négociable pour nous, une création de société en France. Petit à petit, au fur et à mesure des interactions, au fur et à mesure des questions, de la présentation de nos équipes, des experts desquels on s'entoure usuellement dans nos projets, je pense que les chercheurs américains et leurs institutions ont vu sérieux, professionnalisme là encore, et certains avantages, certaines flexibilités que peut-être ils n'avaient pas trouvé sur le continent américain. En tout cas, ils nous ont fait confiance et on a su leur démontrer notre envie et notre sérieux, je pense, pour qu'ils acceptent de sauter le pas. Vous avez combien de dossiers comme ça qui sont sourcés aussi lointainement? C'est un des rares dossiers que vous aviez ou est-ce qu'il y en a d'autres? On a récemment créé une société à partir de technologies de Madrid, d'un centre de recherche réputé de Madrid. Donc, on a créé la société à Paris pour des raisons d'organisation, pour des raisons aussi d'accès à certaines compétences qui étaient plus faciles pour aller vite dans ce dossier. On a un deal flow assez conséquent, puisque l'année dernière, on a vu 430 dossiers, et dont une bonne partie qui sont des projets, qui ne sont pas encore des sociétés créées. Et donc, avec effectivement une composante de l'ordre de 15 à 20% en dehors de France, sur le continent notamment américain, le reste du continent européen, et on a à peu près 75% de notre deal flow sur 3 pays, indépendamment de ça, donc 3 pays européens, bien sûr, France, Espagne et Belgique, où historiquement nous sommes actifs.
Très bien. Alors, bien, si on revient sur Qalida, donc là, on va parler un peu de la techno, de la science et de la thrombose inflammatoire, pardon. Et puis, c'est une piste, une approche tout à fait originale que vous avez analysée, une différenciation, parce qu'il n'y a pas ce type d'approche qui était fait par le passé sur ce type de cible. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça, Clément? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, j'aimerais signaler que derrière cette invention, il y a trois personnes. Il y a un clinicien qui s'appelle le docteur Daniel Simon, qui est un cardiologue réputé aux États-Unis et à Cleveland en particulier. Le docteur Plau, qui est un spécialiste des intégrines, et la docteur Wang. Alors que pendant de nombreuses années, la thrombose et l'inflammation ont été étudiées un petit peu séparément. Ils ont contribué à cette remise en avant finalement du concept de thromboinflammation et au fait qu'il y avait un dialogue constant entre les cellules dites de l'hémostase et de la thrombose, que sont les plaquettes, et les cellules de l'immunité, et en particulier de l'immunité innée. Et eux, depuis une vingtaine d'années, ont tenté de démontrer d'abord quelles étaient ces interactions et ensuite de voir comment potentiellement traiter ou prévenir des maladies. Ils ont en effet développé diverses stratégies et je pense que la beauté de l'approche, ce qui nous a séduit, en plus de tout le travail qui avait été fait, en plus des modèles transgéniques murins qu'ils avaient, c'était d'identifier très précisément un site d'interaction entre deux protéines, donc l'une sur la plaquette, l'autre sur les cellules myéloïdes, et d'être en capacité de cibler cette interaction très spécifique sans toucher aux autres fonctions importantes par ailleurs de ces deux protéines. C'est en cela, en cette spécificité extrême, je dirais, que réside l'innovation, là où des précédentes approches pouvaient cibler de façon indistincte ces protéines en entraînant des problèmes importants de toxicité. Et aujourd'hui, le traitement de patients dans ce domaine-là, ça passe par quel type de produit? Alors, Voilà. sur un certain nombre d'indications, il n'y a pas aujourd'hui de traitement pour les patients qui souffrent de complications thrombo-inflammatoires de certaines maladies. Certains sont traités par des anticoagulants classiques, mais avec des risques hémorragiques importants, et ce qui prévient l'utilisation de ces anticoagulants chez certaines personnes à risque. Et nous, on envisage un développement d'anticorps monoclonaux voilà, pour traiter en premier lieu ces pathologies de niche qui malheureusement n'ont pas de traitement efficace aujourd'hui, et dans un second temps, peut-être d'autres pathologies. Parfait. Alors aujourd'hui, vous avez misé 2 millions dans Qalida Therapeutics. Ça, avec cet argent-là, vous allez jusqu'où et la prochaine levée est pour quand? Vous voulez que je continue? Alors, 2 millions d'euros par AdBio Partners, et Alain pourra en dire un mot, voilà, qui pourrait être un petit peu étoffé par d'autres fonds avec lesquels on est en discussion, nous permettront d'aller jusqu'à la sélection d'un candidat clinique. Et il faudra lever un nouveau tour de financement pour financer le CMC et l'approche des phases cliniques. Un petit mot, Alain, pour compléter sur ce sujet-là? Oui, bon, on fait notre travail d'amorceur et de company builder. Donc, on met sur rail le projet, on crée la société, on structure, on recrute aussi le management, des experts de qualité dans leur domaine. Et puis, bien évidemment, on commence à dérouler le plan de développement R&D et ouvert ensuite à des extensions de tours de seed, de tours d'amorçage avec des collègues et également préparer ensuite la future série A. Donc nous, on sera toujours au rendez-vous puisque notre objectif est de suivre nos dossiers. Hein. On investit beaucoup plus que 2 millions par dossier. Donc l'idée est de faire ce travail qui est le travail d'artisan, hein, de création et de mise en place de la structure.
Voilà. Parfait. Alors, on a dans ce dossier, il y a quelque chose, et on l'a évoqué déjà, hein, c'est la captation et l'attraction de cette techno américaine côté français, pour attirer les Américains côté français. Mais on évoque souvent la fuite des cerveaux européens qui vont aux États-Unis. On évoque aussi la fuite des technos. Aujourd'hui, ce mouvement existe-t-il toujours? Est-ce qu'il y a toujours une fuite des technos françaises vers l'international, ou est-ce que c'est limité? C'est une des missions que vous étiez fixée à l'époque, de retenir la techno en France, hein, mais quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, je pense que effectivement, quand on a créé donc Ad Biopartners, initialement Advent France Biotechnologie, l'idée était d'être un fonds d'amorçage de professionnel et d'avoir une certaine taille aussi, une certaine masse critique pour intervenir et travailler de manière extrêmement étroite avec les instituts de valorisation. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire. On a aussi collaboration avec INSERM Transfer qui est aussi très importante. Et donc, le fait d'avoir des acteurs comme nous montre aussi à l'écosystème de valorisation qu'il y a d'autres moyens euh, de créer de la valeur euh, en dehors des licences. Parce qu'effectivement, on parle de ça. Quand on donne une licence, on a effectivement des technologies qui vont être développées par des acteurs américains. On a eu des exemples dans le passé, hein. Et donc là, le fait d'être actif en France montre qu'on est capable de créer des sociétés, on est capable finalement de faire de la rétention de technologie ici pour ensuite la développer et créer de la valeur localement. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait que des solutions existent. On voit de plus en plus de startups. France Biotech se développe beaucoup, on voit de plus en plus d'adhérents et donc d'acteurs du système. C'est très positif. C'est très positif pour l'environnement. Ça donne aussi envie aux jeunes entrepreneurs et aux chercheurs de créer des projets. Euh, Si on compare à ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est une évolution absolument considérable. Donc, tout ça contribue finalement à garder nos technos, à les développer, parce qu'encore une fois, on revient à une professionnalisation du secteur, de manière générale. Et il y a quelques semaines, on a fait une enquête sur les SATT et la professionnalisation des SATT. C'est quelque chose que vous devez ressentir aussi comme mouvement, cette cette fluidification des relations avec Bien sûr, l'amont. bien Euh, sûr. Bien sûr, on a ces relations avec les SAT de je dirais presque hebdomadaire. Et du coup, effectivement, ils savent comment nous travaillons et donc tout ça contribue à harmoniser, à fluidifier les interactions. Et peut-être que Clément, vous pouvez intervenir pour nous dire, est-ce que dans la relation justement avec Cleveland ou la relation avec les SATT, en deux mots, le ressenti, est-ce que vous sentez cette fluidification, ce professionnalisme? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux dans ce que vous avez en négociation, que vous avez Euh, vécu? Ouais, non, c'est une question intéressante. Alors, il existe des différences qui sont des différences régies par les lois respectives des pays. Donc, certaines lois diffèrent des États-Unis à la France et expliquent certaines réactions qui ne sont pas les mêmes chez les uns ou chez les autres. Mais ceci mis à part, je pense que les TTO français sont aussi professionnels que les TTO américains, comprennent aussi bien la science, comprennent aussi bien les besoins et les logiques des startups. Euh, Aux États-Unis, la négociation s'est bien passée parce qu'encore une fois, je pense qu'on a été sur place, on leur a montré ce qu'on savait faire, etc. Mais la dynamique de négociation est assez similaire avec ce qu'on peut voir ici en France avec INSERM Transfer, CNRS Innovation ou d'autres acteurs de la valorisation des projets. Parfait, merci. Alors, il est 19h20, c'est l'heure à laquelle traditionnellement les questions sont ouvertes pour nos participants, donc n'hésitez pas à les formuler. J'aurai plaisir à reprendre vos questions écrites pour les reformuler à Alain et à Clément. Et puis nous, on va continuer en attendant sur
l'amorçage en Europe, puisque vous êtes des spécialistes de l'amorçage. Il y a peut-être quelque chose à dire quand même sur aujourd'hui comment cet amorçage en Europe évolue, comment il évolue en Europe, comment il évolue en France, dans quel sens ça va. Alain. Alors, ben, moi, je pense que de l'amorçage, on en a besoin. Voilà, c'est un besoin absolument essentiel, je dirais même vital à l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Nous avons été grands avocats de ce segment depuis des années. Nous continuons à marteler le même message, hein. L'amorçage est absolument essentiel pour créer des belles sociétés et faire aussi en sorte que nos collègues des fonds de croissance ou de crossover puissent intervenir ultérieurement. Donc l'amorçage est extrêmement important. Il est reconnu comme tel dans les pays anglo-saxons, il est reconnu comme tel au Benelux, par exemple. Il est en croissance également en Espagne, en Italie. L'amorçage est une composante absolument essentielle. Et en fait, elle ne se substitue pas au transfert technologique classique ou à la valorisation. Chaque étape est différente et elle ne demande pas les mêmes budgets. Donc, il y a un vrai besoin. Et donc, nous, on voit des alter ego en Belgique, notamment, qui sont très actifs et qui participent à la création de spin-off du VIB, par exemple, ou de l'écosystème wallon. Donc, je dirais que pour moi, l'amorçage se passe bien. On pourrait regretter de ne pas être assez nombreux à faire ce métier en France. Et on espère créer des vocations. Parfait. Alors, juste une petite chose, un petit point de détail, mais important. Est-ce qu'il y a comment dire, un esprit européen de l'amorçage? Est-ce qu'il y a une cohésion européenne des amorceurs, sachant que chaque société d'amorçage a un but, c'est de rester, de garder la souveraineté, de garder la techno chez elle. Donc, ça voudrait dire qu'il faut passer au cap européen. Est-ce qu'il y a cet esprit européen de l'amorçage ou pas entre les différents acteurs de l'amorçage? Alors, pour ce métier en particulier, qui demande une très forte proximité des chercheurs, une très forte proximité aussi des instituts de valorisation et quelque part aussi une proximité culturelle, moi, j'ai toujours pensé que l'amorçage était quand même quelque chose d'assez local, Donc, même si on pense global, d'avoir quand même des métiers et des personnes qui interviennent localement. Alors que dans le private equity classique, on peut avoir des acteurs pan-européens qui interviennent et qui vont faire tantôt un dossier en Angleterre, tantôt un dossier en Allemagne ou en France. Là, je pense on reste quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un métier d'artisan et finalement, on est quand même à la carte, pays par pays, parce qu'en plus, même la valorisation, les aides publiques non dilutives, les mécanismes de crédit d'impôt recherche sont aussi différents d'un pays à l'autre. Et ils sont en particulier plus importants pour des jeunes sociétés. Parfait. Alors, on a déjà beaucoup de questions. On va y aller. C'est Catherine Marc qui pose la première. Est-ce que Adebio Partner ne fait que du seed ou fait des séries A et suit sur les séries A? Alors, nous, on intervient bien évidemment en amorçage. Nous sommes un fonds amorceur qui provient d'ailleurs du FNA, hein, du FNA de BPI France. Donc, nous intervenons en premier tour de table. Alors, le premier tour de table ne veut pas forcément dire seed. Il peut y avoir des sociétés qui se sont développées, qui ont eu, par exemple, des business angels et qui finalement vont arriver à un certain degré de maturité, ou par exemple des spin-offs qui vont aller directement sur une série A. Donc, on peut aussi arriver, mais nous sommes en général le premier investisseur. Et nous investissons donc en premier tour, ou parmi les premiers en equity, et bien entendu, nous suivons nos lignes ensuite en A, en B, en fonction de nos moyens, bien sûr.
Enfin, alors, Christophe Thézenas de Moncel demandait, accompagnez-vous les startups jusqu'aux phases d'industrialisation? On vient de lui répondre en partie à cette question. Jean-François Le Bigot, que nous connaissons tous, parle des événements sanitaires récents et pas seulement Covid, qui semblent réactiver l'intérêt pour les vaccins prophylactiques comme pour les vaccins thérapeutiques, y compris en oncologie. Et je suppose que la question derrière, c'est est-ce que ce domaine est un domaine qui vous intéresse? Et quel est votre avis? Oui, pardon, il a envoyé l'avis. Quel est votre avis et votre intérêt pour ce secteur des vaccins? Clément, si ça ne te dérange pas, je vais répondre à cette question aussi, puisqu'on en a vu, on a vu pas mal de dossiers vaccins onco. On reste tout à fait attentif à ce secteur. À chaque fois, dans notre évaluation, on intègre les aspects data, les data obtenus, hein, si les données sont convaincantes et sont transposables, ou en tout cas potentiellement sont prometteuses pour la suite, et les approches concurrentes. Donc, pour nous, un dossier vaccin onco fait partie des dossiers que nous regardons au même titre que beaucoup d'autres. Très bien. Autre question, Eduardo Negroni qui dit vous êtes devenu extrêmement efficace dans l'amorçage des startups depuis votre lancement. Quelle est la méthode que vous utilisez dans l'amorçage? Convertible loan, equity, accord avec droit déterminé pour les projets qui ne sont pas sous forme de startup ou autre? Peut-être que tous les deux, vous pouvez intervenir sur ce sujet. Question vaste. Tu veux commencer, Clément? Oui, si vous voulez, donc on est un fonds d'investissement, on peut investir en equity dès que la société s'est formée, hein. On ne peut pas investir sur un projet qui sortirait de nulle part. Il faut tout d'abord créer la société, la déposer au tribunal de commerce compétent. Et dès lors, on est en capacité d'investir tant en fonds propres que en avance en concours d'actionnaires ou en obligation convertible. Donc les trois modalités existent et seront dictées par la table de capitalisation globale de la société. Ça dépend si on est tout seul, ça dépend si on est rejoint par d'autres amis fonds ou pas. Je ne sais pas si Alain, tu veux compléter. Non, non, tout à fait. Et puis je ne sais pas si on est efficace. En tout cas, notre développement, puisque maintenant on a un second fonds, nous sommes une quinzaine de personnes, montre qu'il y avait un besoin déjà dans ce secteur de l'amorçage. C'est un métier qui est dans le détail en permanence, qui demande beaucoup de temps d'instruction des dossiers, de discussion avec les chercheurs. Encore une fois, c'est un métier orienté vers la science, vers le besoin médical, vers les données et aussi les relations humaines avec les chercheurs. Donc, voilà en tout cas ce qu'on essaye de faire et de faire le mieux possible. Une autre question, et c'est toujours Eduardo Negroni qui la pose, la différence d'approche entre les initiatives développées en France par rapport à l'étranger. Est-ce qu'il y a une approche différente selon vous, de votre côté, de votre point de vue? Moi, je n'ai pas l'impression, pour être aussi en ayant le versant britannique d'Advent Life Science, ce sont les mêmes types d'approches, c'est-à-dire des discussions plutôt étroites avec les offices de valorisation, avec les chercheurs, de rencontrer les chercheurs, de les faire venir soit à notre bureau, soit d'aller les voir dans leur labo. Donc, et je pense que nos collègues du Benelux ou nos collègues espagnols font la même chose. Peut-être, mais sous le contrôle d'Alain, peut-être qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui peut arriver et qu'on voit moins souvent en Europe et en France en particulier. C'est des entreprises qui peuvent se bâtir sur un concept avec tout de suite des masses financières très, très importantes et le recrutement d'un top management. Voilà, parfois sans presque qu'il y ait de data auparavant. Là où on est beaucoup plus, je pense, data-driven ici.
Une autre question de Christophe Telnas du Moncel, c'est sur l'oncologie. En oncologie, quelle est votre position sur l'immunothérapie? Est-ce que c'est une technologie d'avenir selon vous? Écoutez, moi je pense quand on voit, quand on voit encore les besoins médicaux en oncologie, quand on voit les nombreuses pathologies qui restent encore très compliquées à traiter, pour moi l'immunothérapie est une composante euh, nécessaire de l'arsenal. Alors, en fonction des indications, en fonction du contexte, en fonction du malade, mais on ne peut pas se permettre le luxe d'écarter telle ou telle technologie. Donc pour moi, ça fait partie intégrante de l'arsenal qu'on doit considérer, y compris en développement prospectif actuel. Et on voit beaucoup de projets en immuno-oncologie. Parfait. Alors, en attendant la prochaine question, moi j'avais un petit souci sur l'intelligence artificielle et de comprendre. Aujourd'hui, l'IA vient percuter beaucoup de dossiers, hein, beaucoup de dossiers d'investissement. Certains des investisseurs que j'ai pu, avec lesquels je peux discuter, rejettent ou ont tendance à regarder un peu moins les dossiers qui ne s'intéressent pas et qui n'intègrent pas cette dimension d'IA. Il y en a même d'autres qui revoient un peu leur portefeuille à l'aune de l'IA, si on peut dire ça comme ça, et qui se disent, bon voilà, qu'est-ce que je fais avec ces dossiers-là qui n'ont pas du tout, qui ont très peu intégré cette dimension. Vous, en tant qu'amorceur, puisque vous êtes à la source, est-ce que c'est une dimension que vous regardez maintenant de plus en plus systématiquement ou pas forcément? Et l'un et Allez, l'autre. Clément. Non, je pense que c'est évidemment un sujet non pas d'avenir mais du présent. On le voit dans tous les secteurs de métier, que ce soit la biotech ou les autres compartiments de notre vie quotidienne. Hein. On a vu encore un deal récent sur Doctrine dans le domaine du droit qui s'est fait qui a fait une belle levée, un bel investissement américain, là encore, sur une techno française. Donc l'IA, c'est évident, bouleverse tous les secteurs. Je pense que ce serait se mettre des œillères et être un petit peu obtus que de se dire que ça n'affectera pas le domaine des biotechnologies, en effet. Maintenant, ça demande pour des fonds qui étaient habitués à faire du thérapeutique strict, on va dire, comment dire, révolution copernicienne, puisqu'il va falloir travailler sur des projets qui n'ont pas forcément les mêmes business models, qui n'ont pas forcément les mêmes expectatives de retour, donc qui peuvent modifier un peu la façon de construire des portefeuilles. Et puis surtout, des compétences qui sont un peu différentes et qu'il faut apprendre à construire. Donc ça, je pense que c'est le vrai challenge pour des fonds comme les nôtres qui font de l'amorçage, où on voit de plus en plus effectivement d'intelligence artificielle arriver dans les divers dossiers et qu'il faut qu'on appréhende peu à peu et qu'on se familiarise avec ces concepts. Mais c'est évident qu'on y fait attention. Alain, je ne sais pas si tu veux compléter ou infirmer. Non, non, si, enfin, on voit beaucoup de dossiers AI-driven discovery. Euh, Après, là, il faut aussi trier le bon grain de livret. Parce on peut voir aussi des choses où finalement il y a quelques buzzwords qui sont utilisés dans la présentation et c'est malheureusement très superficiel. Donc on a aussi ça, il ne faut pas se cacher. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Donc on a des dossiers qui sont extrêmement intéressants, on considère régulièrement, et puis on ne peut pas ignorer ce secteur. Après, je pense que l'IA ne date pas d'hier. Dans une réflexion de développer des biomarqueurs, de faire de l'analyse globale de data, je pense que l'IA n'est pas un effet, voilà, n'existe pas depuis un an ou deux. Je pense que ça il y a déjà pas mal d'années que on utilise des méthodes pour rationaliser et découvrir des nouvelles cibles.
En revanche, l'IA n'existe pas, mais les amorceurs, en fait, on en parlait justement avec Antoine Papernik, que vous connaissez bien, hein, il parlait d'une véritable une acculturation à la façon, à la méthode de fonctionnement des investisseurs qui ne sont pas du tout dans le secteur des biotechnologies, qui arrivent de l'IA, qui sont en IA. Et ça, c'est intéressant parce que ça va créer des passerelles entre deux façons d'analyser les dossiers. Et vous le voyez arriver, ça, du côté de l'amorçage, parce que lui, il le sent bien du côté de l'investissement un peu plus tardif, mais côté amorçage, comment ça se passe? Ici, on commence à le voir avec des fonds tech, entre guillemets, qui regardent des dossiers et qui ont moins la culture médicale, scientifique que nous pouvons avoir. Euh, Eux vont le regarder avec une propre expérience. Donc, ça peut même être très intéressant de faire des choses avec. Oui, et sur des dossiers où les investissements vont peut-être être plus drivés par la techno IA que par la biologie. Donc, vous êtes aujourd'hui, comment vous les regardez? Quel est le paysage de ces amorceurs techno? Est-ce que Alors, je n'ai pas de nom immédiatement à l'esprit. Euh, j'ai plutôt vu des dossiers qui nous ont été présentés par des anglo-saxons. Euh, je crois que et puis on voit aussi quelques fonds corporate qui se mettent sur ce dossier, sur ce type de dossier. Donc, la question de dossier IA, purement IA, va aussi se poser sur la capacité du management de la société à exécuter un business plan. Et c'est ce que disait Clément tout à l'heure. Quel va être le business model? Quels vont être les besoins? Et quelles vont être les modalités d'exit? Est-ce que finalement, ça devient une plateforme de discovery que l'industrie pharmaceutique va acquérir à terme? Est-ce que c'est un modèle de prestation de service? Parce qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes métiers. À un moment, les actifs, il faut les développer. très bien. Alors, il est 19h38, il nous reste 2 minutes pile. C'est le moment de sortir la boule de cristal pour nous donner votre vision de l'année 2023 et l'un et l'autre. Comment ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les points intéressants et pour Adebio, les points d'inflexion et pour le secteur en général? Qui commence? Allez, Clément, tu commences. C'est vache. C'est bien d'être à deux, comme ça laisse toujours un qui réfléchit. C'est ça. Donc, pendant qu'Alain réfléchit, 2023, je pense que je suis de nature plutôt optimiste. Donc, j'espère que ça va être une belle année pour l'amorçage, pour Adebio, avec des belles histoires qui vont commencer à s'écrire ou continuer de s'écrire. On le sent percer sur un certain nombre de sociétés et on espère pouvoir faire la une de Biotech Finance avec d'autres histoires dans les prochains mois. Donc on l'attend sereinement. L'amorçage est peut-être un petit peu moins touché par les développements macroéconomiques que peuvent l'être des développements beaucoup plus tardifs de sociétés. Donc nous on reste confiants et on reste ouvert à toutes les opportunités. Voilà. Voilà. Oui, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Il a déjà tout dit. Non, on n'a pas beaucoup communiqué ces derniers mois. On va communiquer un petit peu plus parce qu'on a quelques très belles pépites qu'on est en train de faire émerger. Et puis, des sociétés du fonds 1, notamment, qui vont annoncer des belles séries A. Donc, il va y avoir un news flow intéressant. Le deal flow des nouveaux projets reste très, très intense. Donc, on espère que l'année 2023 sera une bonne année de nouveaux investissements. Voilà, donc, et l'environnement, il est ce qu'il est. On s'adapte, mais d'une manière générale, nous ne sommes pas dans l'amorçage, font pas partie des secteurs les plus touchés par les problèmes des marchés publics ou d'autres secteurs, bien sûr.
Parfait. Eh bien, il est 19h40. Alors, il y a deux questions qui sont arrivées un peu plus tard, mais ce que je propose à nos interlocuteurs participants, c'est, je vais les envoyer de toute façon à Alain et à Clément, et ils vous répondront en direct. Merci beaucoup encore pour être venus à ce webinaire et pour nous être intervenus aussi brillamment tous les deux, Alain et Clément. Je voulais juste rappeler pour la suite des opérations. Donc, nous aurons le 3 mai, Éric Delafortelle, Managing Partner de KT Health. Nous aurons aussi le 16 mai Sabine Dandiguian pour Geito qui fait pas mal d'opérations ces temps-ci, en tout cas. Antoine Papiernik suivra le 24 mai. Ensuite, nous aurons Craig Thompson, un patron d'une biotech qui interviendra, c'est une biotech américaine, c'est Revance, ou anglaise, pardon, qui interviendra en fin mai. Puis Philippe Gène, Anne Osdois pour MD Start, on basculera côté Medical Device, pardon, et Cédric Moreau qui viendra parler du growth, du fonds growth, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ça ce sont les webinaires programmés. Il y en aura d'autres parce qu'ils s'en ajoutent régulièrement, des investisseurs qui viennent présenter un peu leur thèse d'investissement et échanger avec vous. Merci encore Alain, merci Clément. C'était très, très bien. J'espère que vous avez été satisfaits tous de cette intervention. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. Jacques Bernard. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, au Bonne revoir. soirée.